On ne peut plus rien dire. Chaque jour, Novak Djokovic repousse les limites de son sport. Chaque jour, Novak Djokovic bat des records. 7e année en terminant numéro 1 mondial à la fin de la saison. 37 Master 1000, 20 grands chelems. Djokovic affole tous les records. Et il a remis les points sur les i dans un tournoi de rodage à Bercy. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de tournoi de Bercy, Paris-Bercy, la Hotel Arena, le Rolex Paris Masters qui a été complètement dingue. Et rien que cette finale absolument folle entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev a été d'un niveau exceptionnel. Exceptionnel, la finale entre Medvedev et Novak Djokovic a été énorme. 3-7 d'une intensité incroyable, plus de 2 heures d'une intensité de dingue. Alors là, on avait un Djokovic qui était au rendez-vous contrairement à l'US Open. Il n'a pas subi la finale contrairement à l'US Open, même s'il avait perdu ce match. Même après le premier set qu'il a perdu, on sentait qu'il était quand même dans sa finale, qu'il était vraiment dans son match. C'était Medvedev qui était très fort sur le premier set, il ne faisait aucune faute. Le deuxième, on a vu un Djokovic qui a complètement changé de tactique en se ruant au filet, enfin le service volé, ce qui est totalement rare chez Novak Djokovic, c'est plus courant chez Roger Federer notamment, mais Djokovic sur les services volés c'est vraiment très rare. 17 montées au filet pour 14 points gagnés, donc le bilan est absolument exceptionnel, le pourcentage est absolument exceptionnel, mais de toute façon Djokovic est un ordinateur, alors les stats il les a pas par cœur, mais il sait que grosso modo il gagne 15 points sur 20 à la volée, il sait que dans les longs échanges il en perd 70%, donc voilà, il fait le pour et le contre, il pèse le pour et le contre et il voit que plus il raccourcissait l'échange, plus il gagnait les points, et plus l'échange était long, plus c'était Medvedev qui était totalement injouable, qui remportait les points. À ce moment-là, on l'a vu d'ailleurs, Zverev, il a voulu faire que ça, que des échanges longs contre Medvedev, et il se prend 2 et 2, il se fait exploser, pulvériser. Salut, au revoir, ciao, voilà. Donc Djokovic, c'est ça encore que je trouve, que Djokovic a, qui manque encore à cette next-gen chez Medvedev, chez Tsitsipas, chez Zverev. C'est cette capacité à changer de tactique, mais vraiment changer de tactique. Parce qu'on peut changer de tactique, on peut changer quelques détails. Djokovic, il a totalement changé de tactique entre le premier et le deuxième set. Et c'est ça que je trouve qui est énorme chez Djokovic. C'est que quoi qu'il fasse, il peut réussir à s'en sortir. N'importe quel adversaire, il peut réussir à s'en sortir. Qui joue Rafael Nadal, qui joue Roger Federer, qui joue Murray, qui joue Berrettini, qui joue Rublev, qui joue n'importe qui. On l'a pas vu contre Gaston, c'est vrai, mais n'importe qui, il va réussir à s'en sortir et à trouver la tactique parfaite pour chaque joueur, pour chaque adversaire, la tactique parfaite pour le battre. Et franchement, pour moi, c'est le seul qui arrive à faire ça. Medvedev, pour le moment, n'y arrive pas. On voit quand il veut aller vers l'avant, se monter au filet lui aussi, il ne peut pas. Djokovic, il peut le faire parce qu'on dit Djokovic, voilà, la volée, c'est un petit peu son point faible, mais au final, il a une volée, Novak Djokovic, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais à la volée, il est absolument dingue. Il faisait des volées rétro, il faisait des volées gagnantes absolument folles. Djokovic à la volée, c'est quand même quelqu'un. Il ne faut pas croire que Djokovic à la volée est mauvais. Alors, il est peut-être un tout petit peu moins bon que dans l'échange du fond de cours, mais c'est quand même un très bon joueur à la volée. D'ailleurs, il a fait du double aussi en début de semaine. Ça l'a peut-être aussi un petit peu aidé pour la volée. On rappelle que pour Djokovic aussi, c'est un tournoi de rodage, ce tournoi de Bercy. Et voilà, si en fait, tournoi de rodage, voilà ce qu'il en fait. Il n'a pas joué depuis 50 jours et voilà. Il remet les points sur les i, il remonte qui c'est le patron, qui c'est le GOAT, voilà, c'est lui, c'est le meilleur joueur du monde, de toute façon là, on ne peut plus rien dire. Je pense que les sceptiques, faut qu'ils commencent à se poser des questions parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire contre Novak Djokovic depuis le troisième set? De partout 45 sur Medvedev, on se dit le troisième set commence très bien, le niveau est absolument dingue. Et gros trou de guerre de Medvedev qui en plus est accompagné par un Novak Djokovic qui devient divin, impressionnant, énorme, et qui se retrouve de 2-2, 45 Medvedev à 2-5 contre lui. En l'espace d'un quart d'heure, il se retrouve dans une position plutôt confortable, en position de mener 3-2, même si Djokovic qui servait derrière en position confortable, et il se retrouve à mener 5-2 dans le troisième set, avec 2 services à suivre. Il arrive à débreaker Djokovic, mais derrière il n'arrive pas à remporter son service. Il s'est breaké 3 fois de suite par Novak Djokovic, et ça aussi absolument dingue chez Djokovic, ses capacités de retour, de service, tout est dingue chez Novak Djokovic. On n'a pas les mots pour Novak Djokovic et on n'a pas les mots pour décrire ce qu'il fait. Il sera évidemment au Masters avec 7 autres joueurs. On connaît maintenant les qualifiés pour le Masters. Alors, Stockholm, qui allait compter pour le classement race, ne servira à rien. Tous les 8 joueurs ne peuvent plus se faire doubler. Donc, on a évidemment numéro 1 Novak Djokovic, numéro 2 Daniil Medvedev, numéro 3 sera Alexander Zverev qui est passé devant Tsitsipas là pendant ce Bercy. Tsitsipas d'ailleurs qui a déclaré forfait, qui a abandonné son premier match contre Popyrin. Donc,
On verra comment il sera. Andrei Rublev, numéro 5. Berrettini, numéro 6. Le local, Matteo Berrettini, qui sera le seul Italien en finale. Il sera le seul Italien en finale au Masters, puisque Yannick Sinner n'a pas réussi à se qualifier. Ce sera Hubert Hurkacz 7ème grâce à sa belle demi-finale, très belle demi-finale, où il est à 2 points de battre Novak Djokovic. Il est à 6-6, 5 partout dans le 3e set, et il a un coup droit, allez, peut-être pas penalty, mais c'est on va dire un très très bon coup franc, et il le met dans le filet, et voilà. Et derrière Djokovic, évidemment, qui le tue, qui le tue entre guillemets tennistiquement, il le détruit, et il remporte ce match. Et Casper Ruud qui sera le 8e homme qui est pas dans le quart lui contre Alexander Zverev, donc quand même de très belles affiches. On rappelle pour les poules comment ça va se dérouler. Il y a 2 poules de 4 joueurs, les 2 premiers de chaque poule se qualifient, les 2 derniers sont évidemment éliminés, et du coup on a le 1 et 2 qui seront séparés dans une poule, le 3 et 4 dans une poule aussi séparée, le 5 et le 6, et le 7 et le 8. Donc on ne pourra pas avoir de Rublev Berrettini par exemple en poule. C'est pour ça que Zverev qui passe Tsitsipas qui passe 3e ou le 4e, ça change rien, et Ruud qui se fait dépasser par Hurkacz, ça aussi ça ne sert un petit peu à rien. Et ce Bercy a été fou aussi grâce à un homme, Cocorico. Merci Hugo Gaston absolument grotesque, absolument énorme, notre Hugo national qui nous a rappelé ce Roland Garros il y a un tout petit peu plus d'1 an maintenant. Déjà, son parcours a pu se terminer au premier tour des qualifs. Au moment où Gilles Simon menait 5-0 avant de se faire remonter, bon, je remets pas le couteau dans la plaie, et bah lui, il était mené 5-4, 45 sur le service de Kevin Anderson. On connaît que Kevin Anderson, ses capacités de service. C'était fini, c'était à 90%, c'était fini, et Gaston s'est battu, il s'est accroché. D'ailleurs, il bat Musetti en étant mené 1-7, 1 break. Il bat Rinderknecht au premier tour en étant mené 1-7, 1 break. Il bat Carreño Busta en étant mené 1-7, 1 break. Là, on se dit, c'est bon, il est cramé, le Hugo. Et face à Alcaraz, il nous sort une performance de mammouth dans un central qui en éruption. C'était le Vésuve, il allait exploser. J'ai l'impression que c'était un volcan. Alcaraz qui s'est complètement écroulé. Alors, premier set 6-4 par Gaston qui était mené 4-2. Alors, la petite remontée de 4-2 à 6-4, mais c'est rien comparé à ce qu'il a fait au deuxième set. 5-0 Alcaraz, 5-0 30A, et ça finit en 7-5. 7-5 pour Hugo Gaston, le public qui a littéralement éteint Alcaraz, alors que le public s'était un petit peu éteint justement quand il y avait 5-0 pour Alcaraz. Alcaraz qui s'est écroulé, Alcaraz qui a montré encore qu'il avait 18 ans sur ce match-là, parce qu'on a l'impression qu'on l'oubliait un petit peu, tout ce qu'il faisait, c'était absolument dingue. On oubliait qu'il avait 18 ans, mais oui, ce joueur a 18 ans, ce joueur est un futur crack, c'est un crack, c'est un futur monstre, mais il n'a que, entre guillemets, 18 ans, et il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier qu'Alcaraz est encore très très jeune, et moi je trouve que c'est bien que ça lui arrive, entre guillemets, parce que ça lui bien que ça lui arrive maintenant, comme ça au moins il est préparé, il sait que même à 5-0, un set n'est jamais fini, un match n'est jamais fini, qu'il doit le cadenasser, et ce que lui dit d'ailleurs, ce qu'a dit Ferrero, il aurait dû cadenasser ce putain de deuxième set, et parce qu'en fait il avait un petit peu la tête dans le troisième, il avait la tête dans le troisième avant même que le deuxième soit terminé, ce qui est évidemment très très dangereux, parce que avoir la tête dans le futur, tant qu'on n'a pas encore passé son présent, c'est évidemment très compliqué. Et puis contre Medvedev, il est à 5-4, 40-0. Et là, c'est lui un petit peu qui craque sur cette première balle de 7 où il a un coup droit. Voilà, c'est vraiment en penalty. Il a le but ouvert. Mais le gardien, c'est Medvedev. Le gardien, c'est Manuel Neuer. Le gardien, c'est Daniil Medvedev, qui a évidemment réussi à ramener une balle, encore une fois, improbable. Même si c'est trompé de côté. Mais voilà, Medvedev, très solide, qui a remporté 7-6-6-4. Mais il l'a fait chier, Medvedev. Il l'a vraiment fait chier avec ses petites variations. Son petit jeu bien pénible, mais pénible dans le sens positif. Ça veut dire qu'il a un style de jeu qui va faire chier ses adversaires, et ça c'est bien. Parce qu'au tennis, on ne demande pas d'avoir un style de jeu beau, on ne demande pas d'avoir un style de jeu moche, on demande d'avoir un style de jeu efficace qui embête l'adversaire, qui réussit à embêter l'adversaire. Comme Djokovic, il arrive vraiment à embêter ses adversaires, parce que quoi qu'il fasse, il enquiquine ses adversaires. Même quand il gagne, des fois il gagne en jouant moche. D'ailleurs, il a quand même joué très moche la plupart du tournoi, sauf la finale où il a passé 10 steps en plus, parce qu'entre la demi contre Hurkacz où il est vraiment pas terrible, même le quart il est pas terrible du tout, aussi contre Fritz, contre Fucsovics au premier tour il est pas terrible du tout, et là contre Medvedev il a atteint un niveau mais exceptionnel. Et voilà, mais Gaston c'est bien, il va rentrer 67e mondial, et ça c'est bien parce qu'il va être d'office à l'Open Australie. Pour les Master 1000 il est très proche du cut, mais il pourra faire pas mal d'ATP 500, pas mal d'ATP 250. Et la nouvelle carrière, la carrière de Gaston commence, sa carrière avec les ATP, c'est là qu'on va voir. Ce qu'a dit Medvedev, il faut faire ce qu'il a fait chaque semaine. Alors oui, s'il fait des quarts chaque semaine, ce serait absolument bien.
Mais voilà, on lui demande, c'est ça, on lui demande à Gaston, c'est d'aller chercher 2, 3 matchs, 3 victoires par semaine à chaque fois, et puis c'est de rentrer le top 50, et puis top 30, et puis après on verra bien ce que veut faire Gaston, on verra très très bien ce qu'il peut faire. Et justement, déjà, il est au Masters Next Gen, le Masters Next Gen qui n'est pas non plus une compétition à prendre à la légère, parce qu'on a quand même de très beaux joueurs, comme Carlos Alcaraz, sera tête de série numéro 1, avec Brandon Nakashima, Cerundolo et Rune dans son groupe, alors un groupe plutôt abordable pour Carlos Alcaraz, à voir comment il a digéré cette défaite, mais vu la mentalité du garçon, je pense que justement, il n'a pas envie de la digérer, la défaite, mais de s'en servir pour aller gagner ce Masters Next Gen. Et puis le deuxième groupe avec quand même des joueurs très très élégants, Sébastien Corda qui est exceptionnel, Lorenzo Musetti qui a vraiment du mal depuis Roland Garros, qui a vraiment des problèmes aussi extrasportifs, mais qui a toujours un jeu élégant. Baez, ça va être très compliqué comme pour Cerundolo, on sait, les Argentins. Sur dur, ils n'ont pas gagné un match ATP, je crois, sur dur, les Argentins, donc ça va être compliqué. Et puis Hugo Gaston, qui a eu la wildcard, qui normalement est attribué à un joueur italien pour la 8ème place, mais comme Milan, enfin c'est ça parce que c'est à Milan, ils ont déjà Musetti qui est déjà qualifié pour ce Masters, ils se sont dit, bon, on va la donner à Hugo Gaston qui a fait une super performance à Bercy, plutôt que la donner à Cobolli, je crois, qui était très très loin, qui est 202e mondial, donc ça servait un petit peu à rien entre guillemets, sachant qu'ils ont déjà Lorenzo Musetti. Et puis c'est un tournoi qui a déjà été remporté quand même par Chung, bon, on ne voit plus trop en ce moment, mais qui a été remporté par Chung, où il y a eu Rublev qui avait été en finale, Medvedev en demi-finale, Tsitsipas a remporté le tournoi, Yannick Sinner a remporté le tournoi. On a des Tiafoe qui ont participé à ce tournoi, des Taylor Fritz, des Alex de Minaur, des Hubert Hurkacz, donc on a quand même des joueurs très très bons qui ont participé à ce Masters Next Gen qui n'existe que depuis 2017, mais qui est une très très bonne pub pour le jeune tennis. Et puis en plus c'est un format particulier mais qui est plutôt intéressant, avec 4 jeux, avec no-ad, tie-break à 3 partout, il n'y a pas de let au service, c'est-à-dire que si on tape le filet et qu'après rebondit, ça fait ace. C'est assez bizarre ça par contre, mais c'est bien, c'est plutôt marrant, mais voilà, ça sert un petit peu de laboratoire pour le tennis, mais c'est une compétition toujours sympa, justement, d'ailleurs c'est cette semaine, le Masters Next Gen, ça commence à partir de cette semaine. On aura après le grand Masters qui commencera à partir de dimanche prochain, et justement on en parlera de ce Masters, les enjeux, les favoris, les groupes, on verra les poules aussi, qu'est-ce qui va se passer. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.